Après 17 ans de mariage, j'ai été mis à la porte en pleine tempête à cause d'un mensonge inventé par ma belle-fille. Ma femme a hurlé, « Sors de ma maison. Tu n'as plus ta place ici », je suis simplement parti. 3 heures plus tard, la police a appelé. Ils se sont figés. La voiture de patrouille du shérif était garée le long du trottoir, comme si elle avait toujours été là. Suzanne se tenait sur le perron, vêtue de la même robe de chambre bleue délavée qu'elle portait toujours le dimanche matin, sauf que, cette fois, ses mains tremblaient si fort que ses manches s'agitaient. Cara était derrière elle, à moitié cachée, et regardait par-dessus l'épaule de Suzanne comme une enfant prise en train de voler des biscuits. Sauf qu'elle avait 32 ans, et qu'elle venait juste de briser ma vie. De l'autre côté de la rue, la vieille madame Glattimeyer avait tiré son rideau de 5 cm. Elle n'était pas seule. 2 autres voisins rôdaient à leurs fenêtres. Dans une rue comme la nôtre, les gens ne manquaient pas une poubelle renversée, alors imaginez un shérif marchant vers une maison en plein jour, un dossier sous le bras. Le shérif n'a pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin. « Madame, dit-il, aussi calme qu'un homme lisant un bulletin météo. Cette propriété appartient légalement à Mark Ellison. Vous devez quitter les lieux. » La bouche de Suzanne s'est ouverte. Aucun son n'en est sorti, comme si on lui avait coupé le souffle net. Cara émit un petit bruit d'étouffement, mi-sanglot, mi-protestation. Ce n'est pas, commença-t-elle, mais elle ne put finir. Son mascara coulait déjà. Elle m'a regardé comme si elle s'attendait à ce que je cligne des yeux et que je fasse tout disparaître, comme je l'avais toujours fait quand elle était plus jeune, qu'elle cassait quelque chose ou mentait, comme je l'avais toujours fait depuis 17 ans. Je restais debout sur le trottoir, les mains dans les poches de ma veste de travail, sentant chaque regard posé sur moi. Je pouvais sentir l'air froid, le terreau et la légère odeur sucrée de l'assouplissant de quelqu'un flottant dans le quartier. La lumière du porche était éteinte, mais je pouvais encore l'imaginer. L'ampoule que j'avais remplacée le mois dernier, perchée sur une échelle bancale, avec Suzanne qui la tenait stable d'une main, une tasse de café dans l'autre, en disant « Fais attention, Marc. » Comme si elle s'en souciait encore. Le shérif s'est tourné vers Suzanne. « Cet ordre prend effet immédiatement, » a-t-il dit. « Si vous refusez, vous pourriez être expulsé. » Les yeux de Suzanne ont finalement croisé les miens. Je m'attendais à de la colère. Je m'attendais à ce qu'elle crache une dernière phrase horrible, le genre qu'on ne peut jamais retirer. Au lieu de cela, elle semblait perdue, comme si elle était entrée dans une pièce où elle vivait depuis des années, et que soudain, elle ne savait plus où était l'interrupteur. Et je l'ai ressenti, cette vieille attraction familière, cette envie de m'adoucir, l'envie de lui faciliter la tâche. Puis je me suis souvenu de sa voix, tout juste 3 semaines plus tôt, tranchante comme du verre brisé. « Dégage. Tu n'as plus ta place ici. » Alors, je n'ai pas bougé. Je n'ai sauvé personne. J'ai juste respiré lentement et régulièrement, comme Diane Keller me l'avait dit. Et quand le shérif a fait une pause, je l'ai dit clairement. Je ne suis pas venu pour me disputer, leur ai-je dit. Je suis venu reprendre ma vie. Il y eut un silence si épais qu'il ressemblait à de la neige. Et ce silence, juste là sur ma pelouse avec toute la rue qui regardait, c'était la première fois que je réalisais que je pourrais survivre à ce qu'elle m'avait fait. Parce que 3 heures après que Suzanne m'eut jeté dehors, au milieu d'une tempête, à cause d'un mensonge inventé par Cara, la police a appelé mon nom. Et ce n'était que le début. La nuit où c'est arrivé n'avait pas commencé comme une nuit qui allait tout changer. Elle avait commencé comme n'importe quel mardi à Dayton, dans l'Ohio. Ciel gris, rue mouillée, mes bottes traînant des feuilles humides. Je n'avais pas envie de balayer le porche à nouveau. J'avais fait un quart de 12 heures à l'hôpital. Pas la partie glamour de l'hôpital, non plus. J'étais le gars qui gardait les lumières allumées, l'air circulant, les chaudières en marche, les portes verrouillées, la gestion des installations, le genre de travail qu'on ne remarque que lorsque tout s'arrête. Mes mains sentaient légèrement l'huile de machine et le désinfectant. Cet hôpital a une odeur qu'on ne peut pas enlever de sa peau, un mélange d'eau de javel, de vieux café et de quelque chose de métallique qui reste au fond de la gorge. Je me suis lavé au lavabo, j'ai baissé mes manches et je suis rentré chez moi. Suzanne avait fait un gratin de poulet, la version facile avec de la soupe à la crème en conserve et ses oignons croustillants sur le dessus. Ce n'était pas chic, mais c'était chaud. C'était familier. Nous avons mangé à la table dont le pied arrière gauche bougeait un peu, celui que je comptais toujours réparer. La télé était allumée à voix basse dans le salon. Les nouvelles locales, une pub pour un concessionnaire automobile,
puis un gars de la météo avertissant de la tempête arrivant de l'ouest. Kara est arrivée en retard comme elle le faisait toujours, laissant la moustiquaire claquer derrière elle. Elle n'a pas frappé. Elle ne frappait jamais. Elle vivait avec nous par intermittence depuis sa vingtaine, débarquant quand elle avait besoin de se remettre sur pied, repartant quand elle rencontrait quelqu'un de nouveau ou qu'elle en avait assez des règles. Elle portait un legging et un sweatshirt avec le logo d'une université qu'elle n'avait jamais fréquentée. Ses cheveux étaient relevés en un chignon désordonné. Elle sentait la vapoteuse fruitée et le parfum à la vanille bon marché. Et, dit Suzanne, forçant la gaieté dans sa voix. On t'en a gardé un peu. Kara s'est glissée sur la chaise, les yeux déjà rivés sur son téléphone. Merci, marmonna-t-elle. Je n'ai pas dit grand-chose. Après 17 ans avec Suzanne, j'avais appris qu'il y avait deux sortes de soirées. Les soirées où l'on parlait et les soirées où l'on gardait la tête basse. Kara était d'une humeur particulière, tendue comme un élastique trop tiré. Suzanne lui a demandé comment allait le travail. Kara a soupiré dramatiquement, comme une adolescente. Bien, dit-elle. Peu importe. C'est le mot préféré de Kara, peu importe. Ça veut dire, ne me posez pas de questions. N'attendez rien de moi. Ne me faites pas sentir que je vous dois quelque chose. J'ai apporté mon assiette à l'évier et j'ai commencé à la rincer. Le plat à gratin était sur le comptoir, fumant encore un peu. La pluie avait commencé à taper contre la fenêtre au-dessus de l'évier, doucement au début, puis plus régulièrement. Suzanne essuyait la table. Kara faisait défiler son écran. La télé bourdonnait à propos de l'ouverture d'un nouveau magasin de beignets près de l'autoroute. Et puis, sorti de nulle part, le téléphone de Kara a émis un petit « digne ». Elle s'est figée. Son pouce a arrêté de bouger. J'ai vu son visage changer d'une manière qui a fait se hérisser les poils de mes bras. Ses yeux se sont écarquillés et ses lèvres se sont entr'ouvertes comme si elle avait vu un fantôme. Puis elle a levé les yeux vers Suzanne. « Maman, dit-elle, et sa voix devint mince, presque tremblante. Est-ce que je peux te parler, Jean, tout de suite ?» Suzanne m'a jeté un coup d'œil, puis a regardé Kara. « Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a ?» Kara s'est levée, le téléphone serré dans sa main comme une preuve. Elle n'est pas allée dans sa chambre. Elle n'a pas demandé d'intimité. Elle est entrée directement dans la cuisine où je me tenais près de l'évier, l'eau coulant. Suzanne l'a suivie et Kara m'a pointé du doigt. « C'est lui, dit-elle. » J'ai cligné des yeux. « Quoi ?» Kara a tendu le téléphone vers Suzanne, mais elle l'a incliné pour que je ne puisse pas voir. Je savais que quelque chose clochait. Je le savais. Et maintenant j'ai la preuve. Les sourcils de Suzanne se froncèrent. « Kara, de quoi parles-tu » Kara déglutit, puis prit une inspiration tremblante comme si elle était sur le point de confesser quelque chose de courageux. « Il a fouillé dans mes affaires, dit-elle. Mes comptes, mon argent. » Mon estomac s'est noué si vite que j'ai eu l'impression d'avoir raté une marche dans l'escalier. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Les yeux de Kara se posèrent sur moi. Il y avait quelque chose dans son regard. Un calcul froid enfoui sous une fausse peur. Je dis, continua-t-elle, que j'ai vérifié mes emails. Et il y a des connexions depuis cette maison, d'ici. Je ne l'ai pas fait. Et j'ai trouvé. J'ai trouvé des messages. Le visage de Suzanne devint pâle. Des messages ? Kara hocha la tête rapidement. Des messages menaçants, comme s'il m'observait, comme s'il était instable. Ce mot m'a frappé comme une gifle. Instable. Le genre de mot qui vous transforme en problème plutôt qu'en personne. J'ai coupé l'eau et je leur ai fait face complètement. Suzanne, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas touché au compte de Kara. Je ne connais même pas ses mots de passe. Kara a laissé échapper un petit rire qui n'avait rien de drôle. Bien sûr que tu dirais ça. Les yeux de Suzanne allaient de l'un à l'autre. Marc, pourquoi Kara inventerait-elle ça ? Ma bouche s'est ouverte et rien n'en est sorti au début, parce que j'avais beaucoup de réponses et qu'aucune d'elles ne sonnerait bien, parce que Kara inventait des choses tout le temps. Elle inventait des excuses. Elle inventait des histoires. Elle s'inventait une version d'elle-même où elle était toujours la victime et tous les autres étaient les méchants. Mais je ne l'avais jamais vue s'en prendre à moi comme ça. Je ne sais pas, dis-je, et ma voix semblait fatiguée. Mais ce n'est pas vrai. Le menton de Kara tremblota juste assez pour paraître convaincant. Maman, j'ai peur,
chuchota TL. J'ai peur pour toi. Suzanne se raidit, comme si ces mots s'étaient branchés sur quelque chose de primitif en elle. Protéger l'enfant. Croire la fille qui pleure. Même si la fille était adulte et que les larmes étaient une performance. J'ai essayé de garder un ton égal. Suzanne, écoute-moi. Tu me connais. Tu vis avec moi depuis 17 ans. Les yeux de Suzanne ont lancé des éclairs. Alors pourquoi Kara a-t-elle peur? Parce qu'elle te manipule, lâchez-je avant de pouvoir m'arrêter. Kara halta comme si je l'avais frappé. Tu vois? Tu vois comment il parle? C'est ce que je veux dire. Suzanne a fait un pas vers moi et j'ai vu quelque chose sur son visage que je n'avais jamais vu diriger contre moi auparavant. Pas seulement de la colère, pas seulement de la blessure, c'était du dégoût. Tu n'as pas le droit de traiter ma fille de menteuse, claqua-t-elle. J'ai senti la chaleur monter dans mon cou. Mon cœur battait fort dans ma poitrine. Dehors, la pluie redoublait d'intensité contre la fenêtre. Le vent secouait les branches de l'érable près de l'allée. Suzanne, dis-je, écoute, Kara ment. Je te le dis franchement. Elle ment. Les mains de Suzanne se serrèrent en poing. Arrête. La voix de Kara devint plus douce, plus sucrée. Maman, je ne veux pas en faire tout un plat. J'ai besoin de me sentir en sécurité. En sécurité? Un autre mot chargé. Un autre mot qui pouvait me transformer en menace en une seule respiration. Suzanne me fixa une longue seconde, puis ses épaules se soulevèrent alors qu'elle inspirait, et elle laissa tout sortir dans un cri, « Dégage !» Le son a rebondi sur les placards, sur le réfrigérateur, sur le carrelage que j'avais lavé le week-end dernier. Ce n'était pas la voix de ma femme. On aurait dit une étrangère vivant dans son corps. « Sors de ma maison !» cria-t-elle. « Tu n'as plus ta place ici. » Je suis resté là, l'eau goûtant encore de mes mains, regardant les coins de la bouche de Kara se serrer juste une seconde, comme si elle essayait de ne pas sourire. Mon premier réflexe a été d'argumenter, de me défendre, d'énumérer chaque facture que je payais, chaque chose cassée que je réparais, chaque nuit où je veillais avec Suzanne quand elle pleurait à propos de l'argent, et chaque fois que je sortais Kara du pétrin sans que Suzanne ne se sente coupable. Mais j'ai regardé le visage de Suzanne et j'ai réalisé que j'étais déjà condamné. Alors, j'ai fait la seule chose que je pouvais faire avec le peu de dignité qu'il me restait. J'ai décroché ma veste de travail du crochet près de la porte arrière, celle qui sentait encore l'huile et l'air d'hiver, et je l'ai enfilée. J'ai attrapé mon portefeuille et mon téléphone sur le comptoir. Mes clés étaient dans le petit bol près de la porte, à côté de celle de Suzanne. Suzanne se tenait les bras croisés, respirant fort, les yeux écarquillés, comme si elle venait de mettre le feu à quelque chose et qu'elle n'était pas sûre si cela brûlerait toute la maison. Kara se tenait derrière elle, serrant son téléphone comme une arme. J'ai ouvert la porte. Le vent froid m'a giflé le visage. La pluie tombait de travers. La lumière du porche était éteinte. La cour semblait sombre et inconnue. Je suis sorti quand même. Et je ne me suis pas retourné. La police n'est pas arrivée avec gyrophare et sirène. Pas de drame, pas de voisin bouche bée, juste une voix calme à l'autre bout du téléphone, posée et professionnelle, comme s'il appelait pour me rappeler que la garantie de ma voiture avait expiré. Monsieur Ellison, ici l'agent Tom Reynolds du département de police de Dayton. Nous avons juste besoin de vous poser quelques questions. J'étais assis dans ma voiture derrière le Mégé sur Wilmington Pike. Le moteur éteint, les vitres embuées par mon souffle. Il était 1h07 du matin. La pluie avait ralenti pour devenir une bruine froide, le genre qui s'infiltre dans vos os au lieu de tremper vos vêtements. Suis-je en état d'arrestation? Demandai-je. Il y eut une pause. Pas longue. Juste assez. Non, monsieur, dit-il. Nous avons reçu une plainte. Nous effectuons un contrôle de bien-être. Bien-être? Encore un de ces mots qui semblent inoffensifs jusqu'à ce qu'ils soient pointés sur vous. J'ai appuyé ma tête contre le siège en vinyle craquelé et j'ai fixé le plafond. Posez vos questions. L'agent Reynolds était poli. Trop poli pour un homme qui pensait parler à un criminel. Il m'a demandé où j'étais. Je le lui ai dit. Il m'a demandé si j'avais quitté la maison volontairement. J'ai dit oui. Il m'a demandé si j'avais menacé ma belle-fille de quelque manière que ce soit. Non, ai-je dit, jamais. Une autre pause. Je pouvais entendre du papier remuer,
peut-être un stylo gratté. Quelque part derrière lui, une porte s'est fermée. Monsieur, dit-il, est-ce que vous et votre femme êtes propriétaires de la maison ensemble? La question est tombée bizarrement, comme une note fausse. Quoi? La maison sur Breeroot Drive? Il a clarifié, votre nom est-il sur l'acte de propriété? J'ai dégluti. Oui, le mien y est. Seulement le vôtre? J'ai pensé à Suzanne à la table de la cuisine il y a des années, les épaules affaissées, une pile de factures entre nous. Je me suis souvenu de sa voix, fatiguée et embarrassée. Je ne veux plus que mon nom soit sur quoi que ce soit, Marc. J'ai tout gâché une fois. Je ne veux pas gâcher ton crédit aussi. Oui, dis-je lentement. Seulement le mien. Il y eut une autre pause, plus longue cette fois. Merci, monsieur. L'agent Reynolds a dit, c'est tout pour le moment. Nous noterons que vous avez coopéré. Et la plainte? Demandai-je. Elle est vague, a-t-il admis. Aucune preuve de danger immédiat. S'il y a autre chose, nous ferons un suivi. La ligne a été coupée. J'ai fixé mon téléphone pendant un long moment après cela, l'écran brillant faiblement dans la voiture sombre. Vague. C'était ça. Un mensonge, une histoire bancale. Assez pour me jeter hors de ma propre maison, mais pas assez pour tenir sous la moindre pression. J'ai ri une fois, un son bref et sec qui m'a surpris. Puis le froid s'est réinstallé. J'ai conduit jusqu'à chez mon frère Ron, du côté ouest, l'impala ronronnant doucement, les essuie-glaces grinçant comme il le faisait toujours quand il pleuvait. La lumière du Porsche de Ron était allumée quand je me suis garé, comme s'il m'attendait. Il n'a pas demandé pourquoi j'étais là. Il a juste ouvert la porte, s'est écarté et a dit « Enlève tes bottes. Le café est prêt. » C'est ça Ron, 60 ans, électricien syndiqué à la retraite. Des mains comme des racines d'arbres. Et un visage qui en a assez vu pour savoir quand ne pas poser de questions. J'ai dormi sur son canapé avec ma veste pliée sous ma tête. Le coussin sentait la sueur de bois et la vieille eau de Cologne. Je me suis réveillé avant l'aube, le cœur battant, les mots « tu n'as plus ta place ici » résonnant encore dans ma tête. Ron a fait glisser une tasse sur la table quand je suis entré dans la cuisine. Du café de station-service, fort et amer. J'ai enroulé mes mains autour et j'ai fixé la vapeur. « Elle t'a vraiment mis dehors ?» demanda-t-il. J'ai hoché la tête. « À cause de Cara » devina-t-il. J'ai hoché la tête à nouveau. Ron soupira par le nez. Cette fille, c'est des ennuis. Je n'ai pas argumenté. Je ne l'ai pas défendu. J'avais dépassé ce stade. Après le départ de Ron pour faire des courses, j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à creuser. 17 ans de mai, de relevés d'hypothèque, de documents de refinancement, de registres du comté que je n'avais jamais eu de raison de consulter auparavant. C'était là. Un PDF de 2012. Acte de garantie. Mon nom, seulement mon nom. Ma poitrine s'est serrée. J'ai vérifié encore et encore. Pas de Suzanne, pas de copropriété, juste moi. Mes mains ont commencé à trembler, pas de peur, mais d'autre chose. Une réalisation lente et insidieuse que le sol sous tout ce gâchis n'était pas aussi solide que Suzanne et Cara le pensaient. J'ai pensé au visage de Cara quand elle m'avait accusé. À la façon dont elle avait dit instable, comme si elle l'avait répété, à la vitesse à laquelle Suzanne s'était retournée contre moi, comme si 17 ans pouvaient être effacés par un seul mot. J'ai fermé les yeux. Je ne me sentais pas victorieux. Je me sentais fatigué, triste et en colère d'une manière calme et dangereuse. Mais pour la première fois depuis que Suzanne m'avait hurlé de dégager, j'ai ressenti autre chose aussi. Un moyen de pression. J'ai pris mon téléphone et j'ai cherché un avocat local. Rien de tape à accent grave-l'œil, pas de panneau d'affichage, juste un nom qui revenait sans cesse dans les avis. Diane Keller. J'ai fixé son numéro un long moment avant de composer. Le bureau de Diane Keller se trouvait au-dessus d'un salon de coiffure dans une rue calme du centre-ville. Le genre d'endroit devant lequel on passe 100 fois sans le remarquer. Pas d'enseigne clignotante, juste son nom en lettres noires simples sur du verre dépoli et un escalier étroit qui sentait légèrement le vieux papier et le nettoyant au citron. Elle avait la fin de la quarantaine, peut-être le début de la cinquantaine, les cheveux tirés en arrière, des lunettes de lecture serrées suspendues à une chaîne autour de son cou. Sa poignée de main était ferme mais pas théâtrale. Elle ne perdait pas de temps avec la compassion,
et j'appréciais cela. Commencez par le début, dit-elle en faisant cliquer un stylo. Et ne sautez pas les parties ennuyeuses. Les parties ennuyeuses sont généralement là où vit la vérité. Alors, je lui ai tout raconté. Le gratin, la pluie, la voix de Kara devenant douce et effrayée comme si on avait appuyé sur un interrupteur. Le cri de Suzanne, l'appel à la police. Je lui ai parlé du refinancement, de la faillite de Suzanne, de l'acte de propriété avec seulement mon nom dessus. Diane écoutait sans interrompre, hochant la tête de temps en temps, son stylo grattant des notes. Quand j'ai fini, elle s'est penchée en arrière et a expiré lentement. « D'accord, dit-elle. Premièrement, vous avez fait la bonne chose en partant. J'ai froncé les sourcils. J'ai perdu ma maison. » Elle secoua la tête. « Non, vous avez perdu l'accès à celle-ci. Grande différence. » Elle fit glisser la copie de l'acte sur le bureau vers moi. « Cette maison est légalement la vôtre. Propriété exclusive. Cela vous donne des options, mais si vous vous précipitez sous le coup de la colère, vous en gâcherez la moitié. » J'ai fixé le papier. Mon nom semblait étrange là-dessus, comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. « Alors, qu'est-ce que je fais ?» Diane croisa mon regard. « Vous ne confrontez pas. Vous n'expliquez pas. Vous n'envoyez pas de SMS. Vous ne publiez rien. Vous documentez. Et vous attendez. » Attendre n'avait jamais été mon fort. J'avais passé toute ma vie à réparer les choses quand elles cassaient. Des tuyaux qui fuient, des portes coincées, des mariages brisés. Mais ce n'était pas quelque chose que je pouvais réparer avec une clé à molette et une longue nuit. Au cours de la semaine suivante, j'ai appris un nouveau type de patience. Je suis resté chez Ron, dormant sur le canapé, prenant ma douche à des heures bizarres pour ne pas le déranger. Chaque matin, je passais devant ma propre maison sur Breeroot Drive en allant au travail. Je ne m'arrêtais pas. Je ne ralentissais pas, mais je regardais. La voiture de Suzanne était toujours là. Celle de Kara aussi. Lumières allumées tard. Musique parfois, les basses résonnant à travers les murs que j'avais isolés il y a des années. Une fois, j'ai vu Kara sur le porche, riant au téléphone, la fumée de cigarette s'enroulant autour de sa tête comme si elle n'avait aucun souci au monde. Au travail, j'ai gâché un programme de maintenance et je me suis fait engueuler par mon superviseur. J'ai oublié mon déjeuner dans le frigo de la salle de pause et je ne l'ai remarqué qu'à la fin de mon quart. Je me sentais bizarre, comme un homme marchant sans sa peau. La nuit, je rejouais la scène dans ma tête. L'accusation de Kara, le visage de Suzanne. Je n'arrêtais pas de penser que j'avais raté quelque chose. Un signe avant-coureur que j'avais ignoré. Puis Diane a appelé. « Marc, dit-elle, j'ai effectué une vérification de crédit avec votre permission. Il y a quelque chose que vous devez voir. Nous nous sommes revus cet après-midi-là. » Elle a tourné son écran vers moi et a fait défiler. Kara avait été occupée. Carte de crédit de magasin, un compte téléphonique, un petit prêt personnel, tous liés à mon adresse. Certains en retard, d'autres plafonnés. Je n'ai pas ouvert ça, dis-je, la mâchoire serrée. Je sais, répondit Diane. Mais voilà le truc. Ces éléments n'expliquent pas seulement son mensonge. Ils expliquent son timing. Mon estomac s'est effondré. Explique ? Si vous reveniez, dit-elle, ou si vous commenciez à poser des questions, elle risquait d'être découverte. Alors, elle vous a redéfini comme étant la menace. J'ai pensé à la façon dont Kara m'avait regardé à travers la cuisine. La peur qui avait semblé mise en scène. Elle ne voulait pas que je parte, dis-je doucement. Elle avait besoin que je parte. Diane hocha la tête. Exactement. La réalisation n'a pas apporté de soulagement. Elle a apporté une autre sorte de douleur. Une douleur qui s'installait profondément, comme l'humidité dans les os. Suzanne n'avait toujours pas appelé. Pas une seule fois. Pas d'excuses, pas de questions, juste le silence. Puis, tard une nuit, mon téléphone a vibré. Suzanne. Le message était court. Il faut qu'on parle. Je l'ai fixé jusqu'à ce que l'écran s'assombrisse. Puis j'ai posé le téléphone face contre terre et je suis allé me coucher. Le lendemain, Diane m'a guidé à travers les étapes suivantes, demander l'occupation exclusive, préparer l'avis, documenter chaque interaction,
faire des captures d'écran des publications de Kara sur les réseaux sociaux à propos des « hommes toxiques » et de la « protection de la famille ». Des copies du reçu de changement de serrure que Suzanne s'était envoyé par email sans réaliser que j'avais toujours accès au compte partagé. Ne répondez pas, me rappela Diane. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Un après-midi, alors que j'étais à la table de cuisine de Ron en train de trier des papiers, Suzanne a appelé à nouveau. Cette fois, j'ai répondu. Marc, dit-elle, et sa voix semblait normale. Trop normale. On a besoin d'argent. J'ai fermé les yeux. Pourquoi, demandai-je. Les temps sont durs, dit-elle. Tu sais comment c'est. Kara a subi beaucoup de stress. J'ai failli rire. Presque. Je demanderai à mon avocat de te contacter, dis-je. Il y eut une forte inspiration. Ton avocat? Oui. Elle a raccroché sans un autre mot. Cette nuit-là, je me suis assis seul dans ma voiture devant Sharon. Le moteur au ralenti, la radio à voix basse. Une vieille chanson country est passée. Une que Suzanne fredonnait en pliant le linge. Je l'ai éteinte. Pour la première fois depuis le début de cette histoire, je ne me sentais pas comme un homme attendant d'être sauvé. Je me sentais comme un homme se tenant au bord de quelque chose d'irréversible. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un SMS de Diane. Avez-vous toujours vos clés de rechange et le code du garage? Oui, ai-je tapé en réponse. Il y eut une pause. Bien, répondit-elle. Ne les utilisez pas. Pas encore. Je me suis penché en arrière sur le siège, regardant le ciel sombre de l'Ohio, et j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Il ne s'agissait pas de rentrer de force. Il s'agissait de laisser la vérité entrer d'elle-même. Suzanne n'a pas rappelé pendant un moment. Kara non plus. Ce silence semblait étrange au début, comme le calme après une tempête quand on attend de voir ce qui a été arraché. Puis j'ai réalisé qu'autre chose se passait. Elle pensait avoir gagné. J'ai commencé à le voir de petite manière. Les publications de Kara sur les réseaux sociaux apparaissaient dans ma vision périphérique, des captures d'écran que Ron m'envoyait avec un emoji sourcil levé. Des citations sur le fait de couper les ponts avec les personnes toxiques. Un selfie sur mon Porsche, la tête inclinée juste comme il faut pour que la maison ressemble à un trophée derrière elle. Une photo d'elle tenant une tasse que j'ai reconnue instantanément. Céramique bleue. Une fissure fine près de la poignée. J'avais acheté cette tasse à Nashville en 2010. Suzanne et moi y étions allés pour une semaine et avions séjourné dans un hôtel bon marché près de la rivière. Elle avait dit que ça lui rappelait mes mains, solides, fiables. Voir Kara enrouler ses doigts autour m'a fait serrer la mâchoire. Au travail, je gardais la tête basse. L'hôpital se fichait que mon mariage ait explosé. Les systèmes de ventilation avaient toujours besoin de filtres. Les portes coinçaient toujours. J'ai raté une valve lors d'un contrôle de routine un après-midi et je me suis rattrapé juste avant que ça ne devienne un plus gros problème. Mon superviseur m'a jeté un coup d'œil et a dit « Tu vas bien, Marc ?» Et « Ouais », dis-je. Juste fatigué. C'était vrai. J'étais fatigué jusqu'à l'os, le genre de fatigue que le sommeil ne touche pas. Un soir, Ron a fait glisser une assiette de pain de viande sur la table et a dit « Tu grinces des dents ». Je n'avais pas remarqué. Je me suis forcé à desserrer la mâchoire. Je n'arrête pas de penser que si j'avais dit quelque chose de différent. Ron secoua la tête. Tu aurais pu lui lire la Bible et elle aurait quand même cru sa gamine. Il n'avait pas tort. Le reçu du changement de serrure est arrivé sur notre vieux compte email partagé tard une nuit. Suzanne avait dû oublier que j'y avais encore accès. C'était là, noir sur blanc, date, heure, nom de l'entreprise. Je l'ai transféré à Diane sans commentaire. Une semaine plus tard, Suzanne a appelé à nouveau. J'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Marc, dit-elle, sans excuse, sans chaleur. Nous devons mettre certaines choses au clair. Son ton était professionnel, comme si nous étions des collègues ayant un désaccord sur le planning. J'ai demandé à mon avocat de gérer les communications, dis-je. Elle ricana. Un avocat pour ça? Ça, répétai-je calmement, est exactement la raison. Il y eut une pause. Je pouvais entendre Kara en arrière-plan, sa voix basse mais tranchante. Suzanne se détourna du téléphone, marmonnant quelque chose que je ne pouvais pas distinguer. Puis Suzanne revint en ligne.
Kara subit beaucoup de stress. Les factures, les problèmes de voiture, tu sais comment les choses s'accumulent. J'ai regardé l'allée de Ron par le pare-brise. Du béton fissuré que j'avais aidé à réparer il y a des années. Je suis sûr que oui. Alors, continua Suzanne, nous avons pensé que tu pourrais peut-être aider. Juste jusqu'à ce que les choses se tassent. C'était là. Pas de culpabilité, pas de regret, une facture. Je n'enverrai pas d'argent, dis-je. Suzanne inspira brusquement. Après tout ce que nous avons traversé? Oui, dis-je. Après tout. Elle a raccroché. Cette nuit-là, Diane m'a envoyé par email un projet d'avis. Langage formel, sec, précis. C'était étrange de voir ma vie réduite à des paragraphes et des puces, mais il y avait du réconfort là-dedans aussi. Le papier ne ment pas. Le papier ne crie pas. Nous avons demandé l'occupation exclusive et programmé la signification par le bureau du shérif. Diane m'avait prévenu que ce ne serait pas immédiat. Il y avait des étapes, des avis, des délais. Laissez-les continuer à penser qu'elles sont en sécurité, dit-elle. Les gens font des erreurs quand ils pensent que personne ne regarde. Kara en a fait plein. Elle a commencé à inviter des amis. Des voitures garées à moitié sur la pelouse. Musique plus forte. Des sacs poubelles empilés près du garage. Un voisin a envoyé un SMS à Ron, supposant que le message m'arriverait d'une manière ou d'une autre. Tout va bien là-bas, disait le texto. Je n'ai pas répondu. J'ai documenté. Un après-midi, Kara a publié un long coup de gueule sur les hommes qui pensent que l'argent égale le contrôle. Elle ne m'a pas nommé. Elle n'avait pas à le faire. Les commentaires ont afflué, sympathie, encouragement, cœur et visage en colère. Diane a enregistré chaque capture d'écran. J'essayais de ne pas regarder de trop près. Ce n'était pas bon pour moi. Mais parfois, tard le soir, je m'asseyais dans ma voiture, moteur éteint, et je regardais la maison depuis le bout de la rue. Lumières allumées, ombres qui bougent, ma maison occupée par des gens qui pensaient que j'étais parti pour de bon. L'envie de confronter montait en moi comme de l'acide, de marcher jusqu'à la porte, de frapper, d'exiger ma vie en retour. Chaque fois que ça arrivait, je me souvenais de la voix de Diane. Le silence est une stratégie. Puis est venu l'appel que je n'attendais pas Suzanne encore. Cette fois, elle semblait différente, plus nerveuse. Il faut qu'on parle, dit-elle. En personne. Non, répondis-je. Marc, claqua-t-elle, l'irritation perçant à travers. Ça devient ridicule. Ce qui est ridicule, dis-je d'un ton égal, c'est que tu m'aies jeté dehors pour un mensonge et que tu ne te sois pas excusé une seule fois. Le silence, dit Kara, commença Suzanne. Je l'ai coupé. Fais parler ton avocat au mien. Il y eut une respiration brusque, puis le clic de la ligne coupée. Je suis resté assis après, le téléphone à la main, le cœur battant. Dire non ne faisait pas du bien. Cela semblait nécessaire. Le lendemain matin, un message de Diane a allumé mon écran. Un seul mot, demain. Puis, 11h30. Soyez là. Ne dites rien sauf si on vous le demande. J'ai fixé l'heure pendant un long moment. Demain. Je suis allé travailler et j'ai réparé ce qui devait l'être. Je suis rentré chez Ron et j'ai plié ma veste, lissant les plis. J'ai dormi par courtes périodes, me réveillant au bourdonnement du réfrigérateur et au poids de 17 années appuyant sur ma poitrine. À 10h45 le lendemain matin, j'ai conduit vers Briarwood Drive. Le ciel était d'un bleu pâle de l'Ohio, froid et clair. La rue semblait la même qu'elle l'avait toujours été, sauf que cette fois, je n'étais pas celui qu'on observait. La voiture du shérif s'est arrêtée pile à l'heure. 11h29 j'étais déjà là, garé quelques maisons plus bas, moteur éteint, les mains posées sur mes cuisses pour les empêcher de trembler. J'avais porté ma veste de travail, celle avec mon nom brodé sur la poitrine en fil bleu délavé, pas pour faire une déclaration, juste parce que c'était la mienne. La voiture de patrouille s'est arrêtée devant la maison comme elle l'avait fait 100 fois auparavant. Pas de lumière, pas de sirène, juste des pneus sur le bitume et une porte qui s'ouvre avec un bruit sourd et définitif. Suzanne a ouvert la porte d'entrée avant même que le shérif n'atteigne les marches. Elle avait dû surveiller à travers les stores. Elle portait un jean et un pull cette fois, les cheveux tirés en arrière trop serrés. Elle semblait plus petite que dans mes souvenirs, fatiguée. Kara apparut derrière elle, pieds nus, les bras croisés,
le visage déjà figé dans ce mélange familier de défi et d'innocence blessée. De l'autre côté de la rue, des rideaux ont bougé. Madame Glatty-Meyer se tenait à la fenêtre de son salon, les mains sur les hanches. Elle vivait dans ce quartier depuis plus longtemps que quiconque. Si quelque chose se passait sur Briarwood Drive, Glatty le savait. Le shérif a parlé en premier, calme, mesuré. « Madame, dit-il, je suis ici pour signifier un avis. » Suzanne cligna des yeux. « Avis de quoi ?» Il ouvrit le dossier. Cette propriété appartient légalement à Mark Ellison. Il lut « Propriété exclusive. Vous et tout autre occupant devez quitter les lieux conformément à cet ordre. » Carrari, un son bref et sec. « Ce n'est pas possible. » Le shérif ne la regarda pas, « Mademoiselle, cela ne nécessite pas votre accord. » Le visage de Suzanne se vida de ses couleurs. « Il doit y avoir une erreur, dit-elle. »« Mon mari. » Le shérif leva les yeux. « Votre nom n'est pas sur l'acte. » Le silence tomba lourdement. « Je l'ai vu onduler le long du quartier. Une voisine est sortie sur son porche. Une autre a fait semblant de vérifier le courrier. Madame Glatty s'est penchée plus près de la vitre. L'assurance de Cara se fissura. « Non, dit-elle. »« Non, maman, dis-lui. Dis-lui qu'il a tort. » La bouche de Suzanne s'ouvrit, se ferma. Elle regarda le shérif. Puis finalement, elle me regarda. Je me suis avancé, alors, lent et délibéré. Chaque pas semblait lourd, comme si je marchais dans la boue. Je ne suis pas venu pour me disputer, ai-je dit. Je suis venu reprendre ma vie. Les mots ont atterri et sont restés là. Les yeux de Cara se sont remplis de larmes instantanément. Elle se tourna vers le shérif, la voix tremblante. Officier, je ne me sens pas en sécurité. Il a toujours été instable. C'était encore là. Ce mot. Le shérif lui jeta un coup d'œil, puis retourna à ses papiers. Cette allégation est notée, dit-il, neutre. Cela ne change pas l'ordre. Les épaules de Cara tremblèrent. Elle pleurait plus fort maintenant. Le genre de pleurs destiné à attirer l'attention, à tirer de la sympathie du néant. Personne ne bougea pour la réconforter. Suzanne vacilla légèrement, comme si elle allait s'asseoir sur les marches du porche. Mark, chuchota-t-elle. Nous pouvons en parler. J'ai secoué la tête une fois. Nous avions eu 17 ans pour parler. Le shérif s'éclaircit la voix. On vous donnera du temps pour rassembler vos effets personnels. Toute résistance sera documentée. Madame Glatty ouvrit sa porte d'entrée et se pencha au dehors. Eh bien, dit-elle fort, je me suis toujours demandé comment Cara pouvait se payer toutes ces nouvelles affaires. Cara tourna brusquement la tête vers le son, fulminant à travers ses larmes. Le shérif tourna une autre page. Il y a aussi des enquêtes en cours concernant des activités financières liées à cette adresse, dit-il. Vous pourriez être contacté à ce sujet séparément. Cara devint très immobile. Suzanne nous regarda tour à tour, la compréhension se faisant trop tard. Elle pressa une main sur sa bouche. Je ne me sentais pas triomphant. Je me sentais vide, propre, comme une plaie qui avait enfin cessé de saigner. Alors que le shérif reculait vers sa voiture, j'ai regardé la maison une dernière fois. Le porche, la porte, les fenêtres. J'avais tout remplacé moi-même après une tempête il y a des années. Ce n'était pas une victoire. C'était une conclusion. Je ne suis pas entré après leur départ. Je suis resté sur le trottoir une minute de plus, les mains toujours dans les poches de ma veste, écoutant le calme revenir sur Briarwood Drive. Les voisins se sont éloignés un par un. Les rideaux se sont fermés. Une boîte aux lettres s'est refermée avec un bruit métallique. La vie a continué comme elle le fait toujours, même après que quelque chose se brise. Suzanne n'a pas dit un autre mot. Elle m'a juste regardé depuis le porche alors que le shérif s'éloignait, son visage pâle et illisible. Cara avait déjà disparu à l'intérieur de la maison, claquant la porte assez fort pour faire trembler la vitre. Je me suis tourné et je suis retourné à ma voiture. C'était la dernière fois que je me tenais devant cette maison en tant qu'homme marié. Les semaines qui suivirent furent étrangement calmes. Trop calmes au début. J'attendais toujours une autre explosion, des appels colériques, des menaces, des accusations, mais ils ne sont jamais venus. Diane a géré la paperasse. Tout a avancé comme elle l'avait dit, lentement, légalement, sans drame.
Je suis resté avec Ron un peu plus longtemps, puis j'ai trouvé un petit appartement d'une chambre plus près de l'hôpital. Rien de chic, moquette beige, vue sur le parking, mais le chauffage marchait, les serrures étaient solides, et la nuit, personne ne criait mon nom comme si c'était une accusation. J'ai acheté un fauteuil inclinable d'occasion à un gars en bas de la rue et une cafetière bon marché chez Target. Le premier matin où je me suis assis là à boire mon café, écoutant le bourdonnement sourd de la circulation dehors, j'ai réalisé quelque chose de surprenant. Je pouvais respirer à nouveau. 3 mois après la venue du shérif, Suzanne a envoyé un SMS. Cara a emménagé avec son nouveau petit ami. L'appartement est minuscule. Les choses sont difficiles en ce moment. Pourrions-nous nous rencontrer et parler? Je l'ai lu une fois, puis une autre. 17 ans de souvenirs ont défilé dans mon esprit. Les vacances, les disputes, les matins calmes, les promesses faites et brisées. J'ai ressenti la vieille attraction, cet instinct de réparer, d'adoucir, de prendre la responsabilité de quelque chose qui n'était plus à moi. J'ai supprimé le message. Pas de réponse, pas d'explication, juste le silence. Pas par cruauté, par respect de moi-même. Je ne raconte pas cette histoire parce que j'ai gagné. Je la raconte parce que j'ai survécu. Parce que j'ai appris que la loyauté ne signifie pas s'effacer soi-même. Et l'amour ne signifie pas accepter un mensonge juste pour maintenir la paix. Je ne me suis pas vengé en criant. Je n'ai humilié personne avec mes mains. J'ai laissé la vérité faire le travail. J'ai pris du recul, je suis resté silencieux et j'ai laissé la paperasse parler plus fort que la colère ne le pourrait jamais. Et si vous écoutez ceci et que cela vous semble inconfortablement familier, si vous avez déjà été blâmé, rejeté ou qu'on vous a fait sentir invisible après avoir donné à quelqu'un vos meilleures années, sachez ceci, partir n'est pas perdre. Parfois, c'est la chose la plus forte que vous puissiez faire. Si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, prenez un moment pour y réfléchir. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Et si vous voulez plus d'histoires vraies sur la dignité, la vérité et la justice tranquille, pensez à vous abonner. Merci de m'avoir écouté.